Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être revenus nombreux pour cette conférence mensuelle de la FMES. Nous retrouvons l'Amphi 500 de l'université. Et je remercie d'ailleurs, ça me donne l'occasion de remercier l'université et le président Leroux de nous accueillir tous les mois pour ces conférences. Nos conférences, elles traitent de la situation stratégique du monde et qui nous concerne. Et ce soir, on va descendre à un niveau tactique et opératif au niveau de la guerre qui se passe sur le terrain, puisqu'on va parler de la guerre en Ukraine. Et la guerre, à la fois, elle se fait sur le terrain avec des armes qui visent à tuer l'adversaire, mais elle se fait aussi dans les têtes. Et la guerre d'Ukraine, c'est aussi une guerre de l'information, une guerre de représentation. Et on sait très bien, et les Ukrainiens, je pense, le savent, mais notre orateur le dira mieux que moi, parce qu'il y passe beaucoup de temps sur place, en Ukraine, sur le front. Les Ukrainiens savent très bien qu'ils pourraient gagner la guerre sur le terrain et la perdre dans l'information. Mais les Israéliens ont le même sujet, les Palestiniens, enfin tous ceux qui font des conflits, savent que le choc des volontés que Clausewitz avait théorisé, et la guerre, c'est un choc des volontés. Cette volonté, la représentation de ce qui se passe est extrêmement importante. Et voilà. Et donc, on va parler de l'Ukraine, un sujet dont on parle tout le temps, mais finalement, et moi le premier, peu de gens vont voir sur place ce qui se passe. Ben, il se trouve que notre orateur de ce soir, il y va souvent, il en revient, il y retourne dans quelques semaines. Il se trouve que c'est un ancien militaire, c'est un ancien marin, donc il connaît Toulon, marin de l'aéronautique navale, et puis après il a travaillé à la sécurité civile, et il a travaillé dans quelque chose qui lui donne des outils intellectuels pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'il a travaillé, c'est un des premiers qui travaillait en France sur ce sujet, ce qu'on appelle l'OSINT, c'est-à-dire le renseignement en source ouverte, le Open Source Intelligence en anglais. Donc, c'est les gens qui vont sur les réseaux, qui regardent, qui ont plein d'infos, parce que vous savez qu'on a maintenant, la guerre se fait presque en direct, mais qui comprennent ce qui se passe et qui essayent d'analyser et de voir les images truquées, celles qui ne sont pas truquées, etc. Il a travaillé pour le gouvernement français pendant plusieurs années, dans les années 2012, si j'ai bien compris. De 2013 à 2017. Voilà. Sur ce sujet, ce qui donne, en plus d'être un militaire, un spécialiste de l'exploitation du renseignement en source ouverte, consultant dans ses problèmes de défense, et qui va régulièrement sur le terrain et qui en revient. Et donc je pense que ici, s'il y a autant de monde dans cet amphi, c'est parce que les gens veulent comprendre ce qui se passe, comprendre et avoir un retour de première main, un renseignement de première main, si je puis dire. En source ouverte. Et ben voilà, en source ouverte, bien sûr. Rien des secrets ici, bien sûr. Je rends l'info ouverte, du coup ça devient de la source ouverte. Ensuite, bonjour à tous, merci d'être si nombreux. Ouais, effectivement, juste pour qu'est-ce qui fait qu'au début j'ai eu une place un peu différente dans les médias. Je pense aussi que c'est parce que je suis connecté au terrain, j'avais accès à des sources qui n'étaient pas communes. Quand on parlait avec des gens dans les médias, quand vous regardiez la télé en février 2022, c'est vrai que l'immense majorité des gens ils disaient l'Ukraine dans 2 semaines elle est foutue, Kiev va être tombé, etc. Sauf que, comme il le disait, de 2013 à 2017, j'ai été en charge de la mise en place de la veille opérationnelle des médias sociaux au profit de la sécurité civile, au centre de gestion de crise interministérielle, du Bataclan aux inondations, aux tremblements de terre, aux Germanwings. Comment aider le secours à partir de milliers de tweets. Et donc, structurer une information avec des dizaines et des dizaines de bénévoles qui ont fini par créer une association qui s'appelle Visov aujourd'hui, ça c'était ce que j'ai fait. J'ai eu par la suite une autre casquette, c'est que j'ai une chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'appuie sur un bouton, j'ai des centaines de bénévoles. Et ça c'est une chance, je donne des cours en école d'ingénieur, en école de commerce, et quand la guerre a commencé, j'ai demandé à mes élèves de l'école de guerre économique, est-ce que vous voulez m'aider à structurer une remontée d'informations qui permettent d'avoir une image qui soit plus juste que ce que veulent nous dire les deux protagonistes. Les deux mentent, on en est tous convaincus. Et quand du coup j'ai dit non, les Russes ils se sont fait défoncer à tel endroit, ils sont en panne d'essence à tel endroit, les Ukrainiens réussissent à une contre-offensive, et que dans les plateaux tous les généraux disaient non c'est foutu, c'est bon peut-être dans 2 semaines, c'est vrai que déjà au début ils rigolaient, puis après on voyait qu'on avait des infos. Mais le fait d'être connecté au terrain fait que des gens qui habitaient en Ukraine ont commencé à utiliser les cartes collaboratives qu'on faisait pour leur évacuation. Quel pont est cassé ?
Et ce genre de choses-là permettait aux gens de s'en sortir. Et puis après, ils me contactaient, ils me donnaient des infos en plus. Du coup, on avait une carte de terrain qui était plus de l'open source, qui était du lien direct avec les gens sur le terrain. Y compris, et c'est là que c'est, je pense, un élément qui est fondamental, y compris avec les combattants volontaires internationaux, et notamment francophones, qui sont arrivés à partir de la fin février, et qui me donnaient des billes, et qui ont commencé à me dire qu'est-ce qui leur manquait, de quelle manière ils travaillaient. Et donc il y a un lien direct qui s'est fait entre les combattants, la population qui voulait évacuer, ma communauté qui collectait tout ça avec des réseaux sociaux, Discord, etc., et qui permettait d'atteindre une information, une visibilité sur le terrain qui était assez bonne. Aujourd'hui, on va plus s'orienter sur la dimension industrielle, parce qu'en réalité, la vraie question, c'est comment est-ce qu'ils ont tenu ? Comment est-ce que les Ukrainiens ont tenu le choc initial ? Alors très clairement, il y avait une guerre cognitive. Les Russes avaient préparé l'Ukraine à s'effondrer. Zelensky était censé fuir. Les officiers supérieurs n'étaient pas censés se défendre. C'était un petit peu l'image que les Russes avaient fait passer dans l'opinion publique. Les Ukrainiens ne demandent qu'une chose, c'est d'être débarrassés des nazis qui les gouvernent pour être remplacés par un pion de Poutine. C'était l'image. Et ils espéraient remettre en Ukraine ce qu'ils avaient réussi en Crimée. Et le fait que les Ukrainiens se défendent, c'était la première surprise, notamment, et ça on a des preuves, quand les premiers Russes sont arrivés sur le front vers Kiev, donc quand ils sont arrivés dans l'oblast de Kiev, c'était les Rosgardia, c'était des CRS. Ils pensaient même pas avoir besoin de se battre. Les premières unités qui sont arrivées, elles n'avaient pas de nourriture pour plus de 3 jours, et elles avaient leurs uniformes de parade pour rentrer dans Kiev. Donc on a un certain nombre de preuves. De toute façon, on voit bien, ils ont mis quasiment la moitié de leur armée pour essayer de prendre Kiev. On a des preuves, on savait qu'ils voulaient prendre Kiev, mais ils pensaient réellement la prendre sans combattre. Les Ukrainiens ont réussi à encaisser ce choc initial, avec le matériel soviétique qui leur restait, mais aussi avec un savoir-faire qui leur est hérité de l'URSS. Historiquement, l'URSS, on sait à quel point c'était une industrie massive de la défense, à quel point ils investissaient dans le domaine, mais l'Ukraine, à elle seule, représentait 1/3 de la base industrielle et technologique de défense soviétique. 1 million de personnes travaillaient pour l'industrie de défense soviétique en Ukraine. C'est absolument colossal, 1800 usines, et à la fin de l'URSS, quand le pays s'effondre, enfin quand l'URSS s'effondre, et que l'Ukraine obtient enfin son indépendance après 80 ans d'occupation, ils ont 6500 chars, 7000 véhicules de combat, 7000 pièces d'artillerie, des centaines de bateaux, plus de 1000 aéronefs. C'est pléthorique. Jusqu'en 2014, évidemment, les dividendes de la paix, ils les ont connus aussi. Et donc, eux aussi, les pays ont arrêté d'acheter. Et l'Ukraine exporte 90% de sa production. Et en 2013, c'est-à-dire à la veille de la guerre, un pays comme l'Ukraine, on l'ignore souvent, mais ils sont dans le top 10 des exportateurs mondiaux, ils sont au même niveau qu'Israël, avec du matériel de pointe, de la défense aérienne, je vais donner quelques exemples après, mais ils ont réellement encore plus de 250 000 employés, ils ont des centaines d'usines et ils vendent. Et quand la guerre commence, évidemment, on voit là le niveau des exportations qu'ils font année après année, les exportations connues, et simplement sur les années 2005 à 2014, on voit qu'ils vendent 200 aéronefs, 700 blindés, 800 chars, les chars du Pakistan, les chars de Thaïlande, etc., c'est des chars ukrainiens. Et c'est des alliés, c'est des amis. C'est pour ça que le Pakistan a renvoyé tellement de munitions derrière. C'est pour ça que le Soudan les aide, que le Maroc leur refile des pièces détachées, que la Jordanie, tous ces pays-là. Parce qu'ils ont des liens industriels forts avec l'Ukraine qui ont été construits avec ces années-là, au cours de ces années. Et donc voilà, comme je le disais, ils sont 9e en exportation de défense devant Israël sur les années juste avant la guerre. Typiquement, qu'est-ce qui s'est passé l'année 2012 ? Ils vendent des T-84, donc la version modernisée, ils vendent des BTR-4 vers l'Angola, et déjà, c'est pas les versions de base. Ils sont en concurrence ouverte avec les Russes dans la modernisation, voire la production directe de nouveaux équipements. Le T-84, il y a 2 versions, et déjà à cette époque-là, sans faire partie de l'OTAN, ils commencent à proposer des équipements au standard OTAN, avec des munitions, des obus OTAN. Encore une fois, ça vous dit que le jour où il y a eu besoin de basculer, ils n'étaient pas uniquement avec des modèles, avec des versions soviétiques et des calibres soviétiques et des systèmes de communication qui ne pouvaient parler qu'entre eux. Ils avaient déjà un pied dans l'OTAN. Ils ont participé à l'aventure américaine en Irak, ils étaient avec nous en Afghanistan.
ils étaient habitués aux standards OTAN. Et ils ont prouvé leur attachement à nos pays, à l'Occident, en faisant les efforts, même les idioties américaines, ils y ont participé. Ils étaient avec nous là-dedans. Quelque chose qui est très important aussi, c'est de percevoir le coût de ces équipements, qui est absolument incroyablement réduit, puisque le coût du développement, par exemple, de ce char, le T-84, c'est un programme à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, on finit pas le premier PowerPoint chez Thales, qu'on soit tous clairs. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Tac, 2014, l'Ukraine, qui est très imbriquée, et la Russie, qui est très imbriquée avec la Russie, elle exporte énormément de matériel vers la Russie. Évidemment, à partir du moment où il y a une agression russe en 2014, l'annexion de la Crimée, l'invasion de l'Est de l'Ukraine, eh bien, ils vont arrêter d'exporter vers la Russie. Donc, ils ont déjà deux éléments qui vont faire baisser fortement leurs exportations. C'est sanctions ukrainiennes envers la Russie, annulation des contrats de 2012 pour leur production interne. Ils vont commencer à produire des armes pour eux-mêmes et plus pour l'export. Et donc c'est l'annulation des contrats, c'est les trois éléments. On produit localement, on annule les contrats qu'on a déjà passés et on fait des sanctions contre la Russie. Et on commence à développer des armes parce qu'on a en tête l'idée que les Russes font semblant de faire un cessez-le-feu. Et on l'a vu, le cessez-le-feu de Minsk II, le lendemain du cessez-le-feu, la Russie viole le cessez-le-feu avec le bataillon Haïdar ukrainien qui, conformément aux demandes du cessez-le-feu, recule, s'éloigne de la ligne de front. Et ils sont pris en embuscade par les néo-nazis, le groupe Rouzitch, vous pouvez regarder, c'est vraiment des néo-nazis pour le coup, russes. Et donc le bataillon ukrainien qui applique les règles du cessez-le-feu se fait prendre à revers, et les Russes vont attaquer pendant toute l'année 2015 jusqu'à prendre l'aéroport de Donetsk. Et donc les Russes qui font aujourd'hui les victimes alors que c'est eux qui ont relancé les assauts, vous savez que c'est leur méthode traditionnelle. Quoi qu'il en soit, les Ukrainiens sont convaincus qu'ils sont en train de voir les Russes se préparer pour une future offensive, et donc, n'ayant pas le potentiel industriel russe, ils vont déjà à cette époque-là commencer à faire des programmes low cost, contourner la menace. Il faut se souvenir aussi de ce qui se passait à cette époque-là. On regarde par exemple ce qu'il y avait au Levant, avec l'État islamique. L'État islamique commençait à transformer des drones. Vous regardez les Phantom 3. Donc à l'époque, en 2017, j'étais à la sécurité civile. On avait des survols de drones sur des centrales nucléaires, sur l'Elysée, sur les installations nucléaires militaires. Drones d'observation. Et en même temps, on avait l'État islamique qui transformait des drones civils et qui mettait des tubes de mastic pour mettre des grenades à l'intérieur pour les balancer à distance. Vous aviez les Russes qui perdaient des avions stratégiques sur la base de l'Attaquier parce qu'ils n'avaient pas été... ils n'avaient pas vu arriver des drones kamikazes longue distance low cost produits par des islamistes sur place. Donc, les Ukrainiens, ils voient très bien qu'est-ce qui marche contre les Russes en Syrie, ils savent qu'ils sont face aux mêmes ennemis, donc ils commencent à appliquer des méthodes qui vont leur permettre, plus tard, si c'est nécessaire, de monter très vite en cadence. C'est ce que nous, on n'a pas fait. Eux, ils étaient prêts à appuyer sur le bouton. Les Anglais sont prêts à appuyer sur le bouton. J'ai un copain, j'ai travaillé 4 ans dans les sociétés de conseil quand j'ai quitté la sécurité civile. En Angleterre, ils ont fait la liste des imprimantes industrielles 3D civiles pour être capable de leur dire « Toi, tu as 20% de potentiel, tu me fais des pièces détachées de tel... » Nous, on l'a pas fait. Les Anglais sont prêts à monter en cadence, nous, on l'a pas fait. Et donc, les Ukrainiens l'avaient fait à cette époque-là. Et typiquement, ça leur coûte aussi d'appliquer ces sanctions. La Russie devait acheter les Antonov 60. Ils avaient acheté 60 Antonov 60. L'Arabie Saoudite aussi. Mais comme les Russes ne peuvent plus les acheter, le programme s'effondre. Tac. Et vous avez, dans cet intermède de temps, du très low cost et des systèmes évolués. Typiquement, vous avez les missiles soviétiques, le Kh-35, qui est un missile anti-navire, qui est soviétique, à l'ancienne, et les Ukrainiens disent on va faire une nouvelle version, mais avec leur propre système souverain. Ils vont développer des altimètres qui sont capables d'éviter les vagues, etc. Ils vont avoir des radars qui vont être capables de voir où se trouve le bateau ennemi, etc.
une manœuvrabilité plus élevée, et les Russes, par mépris, et là c'est réellement par mépris envers les Ukrainiens, ont considéré que c'était des pouilleux et qu'éventuellement ils allaient les repeindre pour faire semblant. Mais la réalité, c'est que ces systèmes, c'est lui qui a abattu le Moskva. Étant eux-mêmes d'anciens soviétiques, ils connaissent les méthodes, ils connaissent les équipements. Le Moskva, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis un Bayraktar, un drone, les fameux drones Bayraktar qu'ils avaient au début. Ils l'ont mis à distance de ce bateau qui est censé faire la défense aérienne de toute la flotte de la mer Noire. Le radar russe était orienté vers le haut, et donc c'était le bon moment pour tirer un missile qui arrivait par le bas. Connaissant les méthodes, ils ont juste fait en sorte de les contourner. Succès stratégique, la victoire de la mer Noire, c'est aussi grâce au missile Neptune. Étape numéro 2, ce missile Neptune, on va en faire un missile sol-sol, ce qui est beaucoup plus compliqué. Un radar, un missile anti-navire, vous le lancez plus ou moins dans la zone, vous lui dites, tu rallumeras ton radar à 15 km de ta cible approximative, dans l'eau, c'est facile de trouver sa cible, et ça tape direct. Mais faire un missile sol-sol, acquérir une cible, faire un recalage sur sa cible avec les optiques visuelles en guidage terminal, marcher contre un brouillage GPS, tout ça c'est relativement plus compliqué. Eux, quand la guerre a commencé, ce missile-là il était opérationnel, et la version sol-sol, elle n'a été opérationnelle que 2 ans plus tard, en 2023, et elle a permis par exemple de détruire des systèmes de défense aérien S-400. Vous savez le système S-400 qui était le meilleur du monde, qui était invincible? En fait c'était pas vrai. Bon, ça c'est plutôt une autre idée préconçue, et j'en suis coupable. Je vous ai dit à tous, dans Air et Cosmos, pour ceux qui lisent encore Air et Cosmos, j'ai dit le S-400 c'est le meilleur du monde. Parce qu'on le croyait réellement. Parce que l'affichage, ce que disent les Russes de leur équipement, en gros, je vous le fais simple, quand un missile français va à 300 km, on dit qu'il va à 250. Et quand les Russes, il va à 250, ils affichent 400. Mais il y a un moment, la réalité du terrain, c'est que les missiles sont moins précis, ils vont moins loin, et ils se font plus intercepter que ce qu'on croyait. Et le problème, c'est que des pays comme la Turquie, qui ont réellement eu le système entre les mains, ont réellement acheté ces équipements en pensant qu'ils avaient le niveau attendu par les Russes, enfin annoncé par les Russes. Aujourd'hui, les Turcs sont bien embêtés parce qu'ils ont acheté plus d'1 milliard de dollars pour un système de défense aérien qui est une passoire qui laisse passer des missiles balistiques des années 70 jusqu'aux drones à 10 000 dollars achetés sur Alibaba en Chine. Donc on a, je reviens sur cet exemple, encore une fois, un système qui est développé dans un temps record, 4-5 ans pour lancer un programme, le rendre opérationnel et prouver sa pertinence dans un combat de haute intensité, c'est un timing qui est très très rapide par rapport à nos standards. Mais encore une fois, ils sont dans un tempo opérationnel qui est contraint par la réalité. Eux, ils se battent depuis 2014. Nous, on n'a pas cette sensation-là. La totalité de ce programme, c'est 40 millions de dollars. Un autre exemple avec le S-200. Le S-200, normalement, c'est un système de défense aérien très lourd qui va très très loin et dont le radar est fait pour capter des très grosses cibles, autrement dit, des avions radars, des ravitailleurs, etc. Ça, ils l'ont fait évoluer avec une portée qui peut aller jusqu'à 400 km. A priori, c'est lui qui a détruit le A-50. Vous savez, le Beriev, l'avion radar russe, ils en ont perdu 2, ils en ont 6, ils en ont perdu 2. Et sur les 6, la disponibilité était à peu près de 60% d'après ce qu'on sait. C'est qu'ils en avaient 4, ils en ont perdu 2. C'est embêtant. Le BM-21, les systèmes de lance-roquettes multiples améliorés, évolués, ils commencent à mettre des partenariats avec la Pologne, ils gagnent des contrats à l'export, ils vendent des radars aux États-Unis, ils vendent de la défense aérienne à la Turquie, des pays de l'OTAN qui s'équipent en Ukraine à cette époque-là. Les Ukrainiens, du coup, ils développent pour eux, et ça leur permet d'avoir des marchés à l'export, ça leur fait plus d'argent pour développer encore plus de systèmes dont ils vont se servir chez eux. Le Krim 2, il y avait un missile qui s'appelait le Grom, c'est un missile longue distance, enfin moyenne distance, 500, 700 km de portée, financé avec l'Arabie Saoudite, les Ukrainiens à ce moment-là, il arrive pile opérationnel au bon moment. Je ne vous fais pas toute l'histoire. Ça, c'est un système qui coûte beaucoup plus cher, mais c'est quand même 300 millions de dollars, ce qui reste relativement abordable. Pour vous donner un ordre d'idée, un seul missile russe, je me souviens plus du chiffre, je crois que le missile coûte 10 millions. Donc on a un développement qui coûte le prix de 10 missiles équivalents côté russe.
ce qui est encore une fois pas cher. Nous, pour vous donner un ordre de grandeur, un programme coûte le prix de 100 unités. Un programme de missiles, quand vous achetez 100 missiles, c'est le prix du programme. Donc en fait, il faut diviser, si vous en achetez 300, ça divise, etc. Les Antonov 123, programme annulé en 2019, il y avait des coopérations très abouties, ils continuent à exporter des moteurs, ils font des véhicules blindés qui sont très appréciés sur le terrain, parmi les meilleurs qu'on puisse trouver en Ukraine. Et ce qui est bien avec l'Ukraine, c'est quand on y va, ils peuvent tout comparer. Quand on va sur le front, ils nous disent, alors là, vu que c'est sablonneux et puis que vu que les F font 4,20 m de haut, on va plutôt prendre du Kirpi turc plutôt que du Max Pro américain, et puis on va le compléter avec du Léopard 2 A4 parce que 3000 mètres de distance c'est suffisant. Mais ils ont tout ce qui existe partout dans le monde. Et donc ils savent qu'est-ce qui marche bien, ils savent la disponibilité, ils savent qu'est-ce qui tombe en panne en premier, le retour d'expérience, il faut regarder ce qu'ils font là-bas juste pour savoir. Mais du coup, eux, leurs propres équipements, la boucle de retour d'expérience, c'est 15 jours. Tous les 15 jours, il y a une nouvelle version. Celui qui sort de l'usine, le suivant, il a déjà une amélioration par rapport à celui qui est sorti 15 jours avant. Et pour les drones, on est de l'ordre de 24 à 36 heures pour avoir un retour et une évolution dans la chaîne d'assemblage et le logiciel. Les canons équivalents au César 2014, ils voient ce qui leur arrive sur la tête, ils voient le César, ils disent qu'il est super mais qu'il est trop cher, ils développent leur propre César, qui n'a pas l'électronique du César, mais ils ont quand même réussi à obtenir un canon qui sait tirer à 40 km, c'est-à-dire quasiment 10 km plus loin que les canons soviétiques et russes qui sont utilisés derrière. Beaucoup de gens pensent qu'il y a eu des transferts de technologie vers l'Ukraine à cette époque-là. Tout le monde dit non, mais le saut qualitatif qu'ils ont réussi à faire en peu de temps laisse penser qu'il y aurait eu des transferts de technologie à cette époque. Et vous avez par exemple le Stugna-P, qui est un missile anti-char parmi les plus réputés au monde, et qui est tellement bon qu'ils ont réussi à le vendre à 9 pays différents. C'est pour ça qu'au début de la guerre, quand vous regardiez les Ukrainiens qui partageaient leurs images, c'était marqué en arabe en bas. Parce que le Maroc, l'Arabie Saoudite, avait acheté ce système, puis finalement ils ont dit désolé, c'est un peu la guerre chez nous, on les garde. Et vous avez, dès cette époque-là, un système où, notamment en France, on est très faible, la guerre électronique déportée au plus bas niveau. Ce que vous avez sous le brouilleur qui est sur le toit de ce véhicule, bon, c'est un 4x4 normal, vous allez en Ukraine, toutes les voitures qui vont à 15 km du front ont des brouilleurs sur le toit. C'est devenu une norme. C'est pour ça que les Russes ont dû s'imposer d'utiliser des drones avec des fibres optiques. C'est pas parce que c'est mieux. À la base, il vaut mieux avoir un système qui se pilote et qu'on peut aller dans les arbres et que ça pose pas de problème. Et qui coûte 3 fois moins cher. C'est parce que les Ukrainiens étaient massivement équipés en guerre électronique qu'ils ont pu avoir ces équipements. D'autres marques, d'autres fournisseurs ont eu la chance d'apprendre de la guerre électronique russe pour y être confrontés. Delair, vous connaissez la société Delair, toulousaine, qui aujourd'hui fournit des drones, je ne vais pas dire massivement parce qu'on en a peut-être fourni 200, c'est pas énorme par rapport aux Allemands ou aux Anglais, mais Delair équipait l'OSCE, l'organisme qui était censé vérifier, contrôler la bonne application du cessez-le-feu que les Russes violaient tous les jours. Mais les Delair, c'est eux qui fournissaient le drone. Et donc ils ont été confrontés à cette guerre électronique. Et donc ils ont appris. Donc il n'y a que les Ukrainiens et 2-3 marques qui fournissaient l'OSCE qui ont été confrontés réellement à la réalité de la guerre électronique russe. Et tous les autres, les gros fournisseurs de drones, globalement, ils étaient habitués à aller en Afghanistan et au Mali. Et ben, là-bas, il n'y a pas vraiment de guerre électronique, ils n'ont pas de radar de contre-batterie quand on utilise voilà, ils n'ont rien. Quelques innovations qui sont des accélérateurs. Et là, on va parler plus de la digitalisation du champ de bataille. Vous avez ce qu'on appelle les C2, donc ces centres de commandement et de contrôle, avec du développement participatif. Et là, j'insiste beaucoup sur l'intelligence collective. Les Ukrainiens n'auraient rien pu faire s'ils n'avaient pas l'intelligence collective. Ça veut dire qu'ils partent de petits systèmes qui existent. Par exemple, les commandos, ils ont adapté une application qui est utilisée pour les gars qui s'amusent à faire du paintball. Ils ont pris cette application, ils l'ont transformée, ils l'ont rendue opérationnelle. Les systèmes des snipers, ils ont pris un truc qui existait, qui était dans le Grand Ouest, ils l'ont modifié, c'est le meilleur du monde. Il y a un copain sniper sur place, qui est un tireur d'élite français, qui a fait un tir à 1500 mètres, ce qui fait qu'il est rentré dans le top 10 mondial, mais c'est pas encore homologué, on attend d'avoir la confirmation. Donc on a un Français sur place, c'est un champion du monde du snipe,
Et il dit, bah voilà, les Ukrainiens, c'est eux qui me donnent des leçons, mais c'est incroyable le niveau qu'ils ont en comparaison avec ce qui existe à l'international, parce qu'ils ont eu l'occasion, évidemment, de le développer avec la numérisation. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, avec la guerre en Afghanistan ou le sniping qui se faisait par les Américains. Donc là, typiquement, ce C2, Combat Vision, Kropiva, c'est encore plus, pas dire rigolo, mais c'est des ingénieurs ukrainiens qui travaillaient chez Uber. Uber, le concept, c'est que vous demandez une destination, et puis ça va vous trouver le mobile, le taxi qui est le plus adapté pour vous amener à cette destination. Et bien ils ont fait le Uber pour l'artillerie. J'ai une cible, quelles sont les pièces d'artillerie les mieux adaptées pour gérer cette cible? Et donc ils ont intégré ces systèmes-là. Ils ont, c'est mutualisé avec un autre système, le GISART. Et alors, comment tout ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne en source ouverte. C'est-à-dire, et là, on parle souvent de Starlink. Starlink est fondamental, évidemment, ça a permis de continuer à voir la connexion en première ligne, y compris dans les zones qui étaient coupées d'électricité, etc. Donc ça, c'est génial. Il y a un concurrent européen qui est en train de monter en force, qui s'appelle Eutelsat avec OneWeb, mais qui coûte pour l'instant beaucoup plus cher, et il y a moins de satellites, il y a de l'ordre de 10 fois moins de satellites, donc le débit est plus faible, mais c'est assez complémentaire. Et ce qui est une bonne nouvelle en ce moment, c'est que le front étant gelé depuis relativement longtemps, les Ukrainiens sont en train de rétablir le réseau téléphonique terrestre avec la 3G. C'est que maintenant, il y a un certain nombre de tranchées dans lesquelles ils ont la 3G, ils n'ont plus besoin d'avoir un satellite. Donc même si Elon Musk coupe, ils perdent 60% d'Internet. Hein. Mais si Elon Musk, par malheur, les Américains coupaient Internet, ils ne seraient pas à zéro comme on l'entend parfois. Mais donc, Internet, non souverain, il repose sur les Américains, avec parfois des sales coups. Vous vous souvenez que le jour où les Ukrainiens étaient en train de lancer des dizaines de drones navals sur la flotte de la mer Noire au port, Elon Musk a vu ça, il a dit non, c'est pas très cool, c'est pas très gentil de leur part, il a coupé Internet sur la mer Noire, et il se vante d'avoir évité un Pearl Harbor russe. Cet homme a permis à des bateaux de continuer à bombarder les civils à Odessa avec cette action. C'est un meurtrier, Elon Musk. En dehors du fait qu'il vende ses terminaux 4 fois le prix normal en Ukraine, c'est un profiteur de guerre et c'est un meurtrier. Autre sujet. Mais la réalité, c'est que ces équipements qui passent par des voies de communication qui sont ouvertes, qui sont en tout cas internationales, américaines ou européennes, je vais vous donner un ordre de grandeur, pour communiquer entre eux, ils attribuent leur cible sur Signal, c'est un réseau social. Ils attribuent la tâche sur Discord, ils disent qui fait quoi sur Discord, la coordonnée de la cible sur Signal, le retour vidéo sur Google Meet, le suivi des drones russes sur WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur les 4 réseaux en même temps, vous ne comprenez rien. Et que je leur dis, mais ça, c'est pas souverain votre truc là, c'est pas sécurisé. Il fait, bah, c'est beaucoup plus sécurisé que n'importe quel système à 4 milliards d'euros que vous allez essayer de nous vendre les Français. Oui, c'est vrai. Et puis nous, on le fait évoluer comme on veut, puis on met des petits add-ons, et puis c'est facile, et puis c'est user-friendly, et puis ça marche sur Chrome, donc ils regardent ça sur des fenêtres Firefox, quoi. Ils n'ont pas développé un système propriétaire compliqué, ça marche pas, et ça coûte, c'est le prix d'un écran normal. Développé massivement dans les universités bénévolement, le soir et le week-end. Puis voilà, Google Meet, voilà, c'est juste pour montrer que c'est Google Meet qui est utilisé, c'est une vidéo que j'avais filmée là-bas. Il y a toute une dimension suivie du champ de bataille par, je vous ai parlé tout à l'heure de l'OSINT. D'abord, il y a Evolog, qui est un système de ciblage des missiles russes. Les Russes balancent des volées de missiles, ils font ce qu'ils peuvent avec leurs pauvres radars, et il y a un équipement, ils sont très très digitalisés, ils sont beaucoup plus digitalisés que nous. En Ukraine, quand on y va, pour resto, tout est digitalisé. Vous voyez un missile qui passe, vous sortez votre téléphone, vous désignez le missile dans le ciel, et comme il y a plein de gens qui vont faire ça, ça va finir par trianguler la position du missile, et le taux d'interception des missiles passe, je ne sais plus si je l'ai mis là, alors, le taux d'interception des missiles qui sont ciblés est de 85%, à l'époque c'était au lieu de 65% pour les missiles qui ne sont pas désignés dans le ciel. Parce que ça donne un préavis
à la défense aérienne qui sait de quel côté ça va arriver, ils vont tourner leur radar dans la bonne direction, etc. Ensuite, ils ont mis un réseau acoustique. Au début, ils ont utilisé des téléphones portables qu'ils avaient un peu mis à droite à gauche sur le champ de bataille pour pouvoir écouter, pour pouvoir faire de la reconnaissance audio sonore du type de missile qui arrivait. Et après, ils l'ont structuré avec 3000 capteurs qui sont des vrais micros maintenant, qu'ils ont mis vraiment partout sur le champ de bataille, et qui permettent de savoir d'où arrivent les missiles, combien est-ce qu'ils sont, les classifier, est-ce que c'est des Zala, est-ce que c'est des KH-101, etc. Au bruit, ils arrivent à reconnaître. Et là, ils sont en train de développer la triangulation par le son. Quand il y a un canon qui tire en face, combien de temps ça met à arriver sur les différents micros, ils peuvent essayer de retrouver où est le point de départ. Parce que jusqu'à maintenant, il faut plutôt des radars. C'est-à-dire quand il y a un obus qui nous arrive dessus, on va radariser l'obus, puis on mesure, on calcule la trajectoire comme ça. Et bien là, ils sont en train de développer des systèmes acoustiques et c'est a priori opérationnel d'après eux. Quand j'avais été sur Jytomyr, sur un camp d'entraînement, ils avaient par exemple, et en fait sur un blindé, c'était des webcams, je vous assure c'était des webcams à 50 balles. Ils avaient mis 3 webcams sur le toit, et ils avaient mis des lunettes de réalité augmentée. Et vous savez, dans les véhicules d'une manière générale, on n'a pas une vue, le hublot est pas génial, quoi. Pour les vacances, c'est pas ce qui se fait de mieux. C'est comme ça, il faut sortir la tête. Ben là, l'opérateur à l'intérieur, il avait une vision à 360 autour de lui de tout ce qu'il voyait partout. Donc on pouvait même faire, imagine un sous-marin, il n'y a même plus besoin de faire de hublot finalement, dans ce type de système. Hop. Ah bah si, du coup je l'ai laissé. Je me souviens plus ce que j'avais laissé dans le PowerPoint. Et les drones. Le drone, on en parle beaucoup, mais ils étaient prêts au drone parce qu'ils ont commencé à faire du drone en 2014. Et là, il faut regarder ce qui se faisait à l'étranger. Vous vous souvenez de l'histoire de l'USS Cole, quand il y avait Al-Qaïda qui avait attaqué ce bateau américain. Donc des navires remplis d'explosifs qui foncent sur des gros bateaux. On est comme si c'était étonnant maintenant, mais les marins, il y en a dans la salle, savent très bien qu'en fait c'était une menace qui préexistait à cette guerre, à laquelle, vous avez vu que Al-Qaïda a réussi à le faire à l'époque, il y a eu d'autres tentatives, et elles ont toutes été déjouées. Mais les Russes n'ont pas fait ce retour d'expérience. Donc eux, ils ne se sont pas préparés à devoir se battre contre éventuellement des drones navals kamikazes. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas un drone, c'était un attentat suicide, si je ne dis pas de bêtises. Et l'État islamique, voilà ce qu'on trouvait en 2017. Donc sur l'arrière d'une grenade de 40 mm, on la faisait tomber à la verticale grâce à des volants de badminton. Voilà, avec des tubes en plastique qu'on achète chez Leroy Merlin. Ou alors directement usinés avec des pièces qui sont moulées avec une tête de mortier. Avec c'est de l'impression 3D. En 2017, l'État islamique faisait de l'impression 3D artisanale. Voilà ce que je vous donnais l'exemple tout à l'heure. Un Mavic, non c'est pas un Mavic, c'est un Phantom 3, peut-être un Phantom 2, avec ce tube de mastic en dessous pour pouvoir balancer des grenades. Et des gros drones avec des têtes de mortier. Ça, si vous êtes ukrainien à cette époque-là, évidemment, vous voyez que c'est une bonne idée. Si vous travaillez à la sécurité civile, vous dites que c'est une mauvaise idée, mais c'est un autre problème. Ils avaient fait des drones lance-bazooka, lance-missiles. Ça, c'était passé totalement sous le radar, et l'attaque de l'attaqué dont je vous parlais, c'était un Sukhoi 24 russe qui a été détruit par ces trucs-là. C'était même pas le niveau de l'aéromodélisme qu'on peut trouver au coin de la rue ici. Et en dessous, vous voyez, il y avait ces petites bombinettes, et à l'intérieur des bombinettes, il y avait de l'explosif, avec de la grenaille, etc. Donc, les Ukrainiens, ils voient ça. Qui va industrialiser ça ? C'est Israël. Ça, je l'ai filmé en 2018 au Bourget. C'est des drones kamikazes FPV. Israël le proposait au Bourget 2018. 2019. C'est chiffre impair, le Bourget. Ça doit être 2019, alors. Voilà. Ça, les Ukrainiens ont juste dit, c'est une bonne idée, ça coûte pas cher. Combien ça coûte un FPV ? 300 €. Combien ça coûte un missile ? 300 000 €. Ah ouais, c'est vraiment une bonne idée. Donc ils ont développé toute une gamme de drones, en plus de ce qui existait dans le civil, et pour lesquels ils n'en avaient pas énormément, mais ils en avaient quand même quelques-uns. Il y a des histoires très connues, comme par exemple quand les Russes sont arrivés sur Brovary, c'est un jeune de 14 ans qui avait son drone, un Mavic 3, il voit
les Russes arriver à plusieurs kilomètres, et lui, de lui-même, il va voir les mecs de l'artillerie qui sont à côté, qui sont pas au courant, et il va éclairer. Et c'est un gamin de 14 ans qui a sauvé Brovary. Donc l'encerclement de Kiev, qui arrivait du nord, qui était déjà quasiment complet à l'ouest, et que les Russes arrivaient par l'est, la colonne de 40 chars a été détruite par un jeune de 14 ans qui avait juste un drone à ce moment-là. Et ils avaient développé tout un tas de drones, que vous voyez, ça c'est les modèles qu'ils avaient en 2014 et qu'ils ont commencé à développer par la suite, à plus ou moins longue distance. Ils ont des petits, ils ont du long et ils ont du très long. Les premières attaques qu'ils ont fait à longue distance, c'était contre la raffinerie de, je sais plus de Rostov, si je dis pas de bêtises, en 2022. Ils l'ont fait avec un drone chinois qui s'appelle le PD5, le Mujin 5, qui coûte 10 000 $ et que vous pouvez tous acheter tout de suite sur le site alibaba.com, site chinois, dans lequel n'importe qui peut acheter n'importe quoi, dont des drones avec une capacité de transport de 20 kg à 300 km de distance, qui est massivement utilisé par les trafiquants de drogue pour importer de la drogue du Maroc. Les Ukrainiens, ils ont acheté ça, ils ne voulaient pas transporter de drogue, ils voulaient amener des charges utiles de 20 kg d'explosifs sur une raffinerie, ça fait un effet. Mais donc, ce qu'ils achètent pour 10 000 $, ils peuvent le faire moins cher, parce que c'est les Ukrainiens. Donc, ils ont commencé à faire des systèmes de plus en plus efficaces et de plus en plus en grand nombre. Un exemple de drone qui est particulièrement pertinent, c'est une société qui s'appelle Deviro, donc qui a commencé à travailler en 2014, qui a développé un drone qui s'appelle le Leleka 100. On vole entre 1000 mètres et 3000 mètres d'altitude, mais plutôt 1000 mètres d'altitude étant donné la qualité des optiques. On a 2h30 d'autonomie, 140 km/h. Il peut aller jusqu'à 45 km s'il n'est pas en environnement brouillé, mais si les Russes émettent sur les mêmes fréquences, on perd. Donc en général, c'est plutôt 15-20 km de profondeur. Il est conçu pour être le plus efficace, le moins cher possible, et avec une production décentralisée. C'est-à-dire qu'on n'emmène pas les bouts un par un pour rajouter une pièce, puis retourner en arrière, etc. Les pièces, il y a 50 producteurs partout dans le pays, ça va arriver à l'endroit où il faut les assembler, et à la fin, ça s'assemble. Ça veut dire qu'on ne peut pas détruire l'usine. Il n'y a pas d'usine. Il y a 70 usines. Développement, 1,2 million €. Le coût de deux drones, plus la station au sol, c'est 48 000 €. Enfin, pour vous donner un ordre de grandeur, un drone kamikaze français, c'est plus ou moins le prix. Et voilà, enfin, un drone d'observation léger français, il doit être autour de 800 000 €. On est un rapport de 15 à 20 fois moins cher que les équivalents, sachant que je parle de ce qu'ils avaient en 2022 et qu'ils ont progressé et qu'on n'a pas vraiment accéléré pour les rattraper. Et en Ukraine, maintenant, ils le disent très clairement, nous n'achèterons que ce que vous aurez testé gratuitement chez nous. Venez, testez votre matériel, prouvez qu'il est bon, et peut-être ensuite on passera à l'acte d'achat. Mais ils achèteront rien en disant j'ai un super système, tu vas voir. Non, donne-en 10, viens démontrer ton efficacité. Et ça, évidemment, de toute façon, ils ont le choix parce qu'il y a toute la terre entière qui leur propose des systèmes. Et que, en gros, tout le monde leur offre des systèmes gratuitement. Début de la guerre, achat massif de tous ces équipements. Aujourd'hui, on est plutôt sur une question de production. Les petits drones, comme ceux qu'on voit ici, ça, c'est des drones qui permettent de larguer des munitions. Mais les drones kamikazes à usage unique, ils en produisent environ 10 000 par jour. Ils en consomment 10 000 par jour. Ils sont sur un rythme de production, s'ils restent au niveau de janvier 2025, de 4 millions de drones sur l'année. Et ils continuent à monter en cadence. C'est-à-dire que leur capacité de production, non seulement le volume est absolument colossal. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Allemagne a livré 10 000 drones kamikazes, la Grande-Bretagne en a livré 6 000, la France en a livré 200, l'Ukraine en produit 10 000 par jour. Et on a des sociétés comme une société croate, par exemple, qui en produit également plusieurs milliers. Vous avez des sociétés en Europe de l'Est, en Allemagne, dans les pays baltes. Mais ils produisent aux ordres des Ukrainiens, sur les plans ukrainiens, selon les besoins ukrainiens, avec une évolution éventuellement toutes les 2 semaines si c'est nécessaire. En fait, c'est ça qui est compliqué chez nous, c'est qu'on fait, et je vais donner un autre exemple, celui-là tu peux le garder dans le montage, quand on donne, nous, des exigences pour un drone kamikaze.
On va dire, on veut un drone, en gros, qui sache faire un exemple précis. On veut un drone qui sache traverser une fenêtre sans exploser et qui va exploser à l'intérieur de la pièce derrière. C'est dans le cahier des charges de la munition rôdeuse française, l'Arinae, si je ne dis pas de bêtises, demandé par l'Agence d'innovation de défense pour être très rapide. Mais quand vous avez cette exigence, vous avez forcément une masse et une vitesse pour péter une fenêtre, voire un double vitrage. Donc forcément, vous allez imposer à tous vos drones ce critère qui n'est utile que dans... Enfin, je ne sais pas quelle quantité de proportion de fois on doit casser une fenêtre pour exploser dans la pièce, mais c'est pas très très fréquent. Et donc je dis ça aux Ukrainiens, ils rigolent, mais ils font bah, nous on prend 2 drones à 300 €, le premier il pète la fenêtre, le deuxième il rentre. Ah, ouais, ça semble logique effectivement. Mais ce qui fait qu'on met tellement de normes et d'exigences improbables qu'on arrive avec nos drones kamikazes pas terribles, qui ont une charge utile que de 2 kg. Oui, c'est-à-dire qu'on a une charge utile qui est tellement faible qu'elle ne permet pas d'attaquer des blindés sur ce qu'on fournit. C'est-à-dire qu'on a une charge utile qui permet de taper des véhicules, je sais pas, un camion qui passerait par là ou un pick-up que les Russes auraient trop approché. Alors par contre, tous nos drones, ils font jour, nuit, guerre électronique. Mais les Ukrainiens, bah, s'il n'y a pas de guerre électronique, ils ne mettent pas l'antenne de guerre électronique qui coûte 500 €. Ils ne mettent pas l'optique de nuit s'ils tapent de jour. Et inversement. C'est-à-dire qu'ils vont, en fait, ils ont une sorte de petite... C'est comme des clés USB, hein, ils reçoivent un drone de base et ils l'adaptent à la mission. Les Russes ont tel type de fréquence, je mets... et ça, réellement, je l'ai vu faire, ils changent à 90 degrés l'angle de l'antenne, parce que les lobes de tel système de brouillage qu'ils ont là, ils connaissent que c'est horizontal, donc il faut mettre mon antenne verticale, ça va capter plus loin. Mais comme ils font de l'adaptation du matin pour la mission de l'après-midi, ils s'adaptent en permanence à une vitesse qu'on ne peut pas fournir un drone à 10 000 exemplaires en se disant ça va fonctionner. Parce que réellement, en fonction du terrain, ils ne vont pas prendre la même chose. Et donc ce que je veux simplement dire, c'est que leur drone de base, il va coûter 250-300 €, une batterie à 50 à 60 €, éventuellement des options jour, nuit, on va rajouter 50, 100 €, guerre électronique, 200 €. Donc on va dire le drone de base, bien amélioré déjà, ça va être 500, 600 €. S'ils veulent rajouter de la fibre optique, il faut rajouter à peu près 350, 400 € de fibre optique selon la distance. Charge utile, 5 kg, 15 km. Donc retenez les chiffres, 1500 €, on fait 15 km, 5 kg. Un missile anti-char Acheron, c'est 2 km, sauf qu'à 2 km, vous êtes mort. C'est-à-dire que si vous demandez à un opérateur de se rapprocher à 2 km d'un char, il s'est déjà pris 50 drones avec une détection infrarouge avant d'arriver à la distance. Notre missile Acheron, il vaut 300 000 €. Donc on est sur un rapport où on a une arme qui coûte 300 € face à 300 000 €, donc on va dire 500 fois plus cher, et qui en plus mettrait en danger les utilisateurs s'ils doivent s'en servir sur place. C'est pas adapté tout simplement. Ça c'est un exemple, un Mavic 3 tout simple. Hein. Ils ont mis des répétiteurs sur des Mavic 3, des drones chinois à 1200 balles. Ils mettent un répétiteur, l'antenne que vous voyez ici à l'avant. On voit ma souris ? Ouais. Ici, ça, c'est un répétiteur qui permet de capter plus loin. Parce qu'évidemment, soit on passe par des satellites qui coûtent cher, soit on met des ballons captifs au sol pour faire relais de communication, soit on met des trucs comme ça. Et donc typiquement, j'ai une chaîne YouTube, j'utilise l'argent de ma chaîne YouTube pour l'Ukraine. Donc j'ai reversé par exemple l'année dernière 64 000 € de mon chiffre d'affaires pour des projets pour sauver des vies. Et donc typiquement, il y a 2 ans, j'avais mis plus de 20 000 € pour le développement des ballons. Et donc ils ont des ballons captifs. Et sous ces ballons captifs, ils vont mettre des caméras, des répétiteurs, des radars pour voir alors le radar coûte 1 million €. Vous voyez, on parle beaucoup d'argent dans cette guerre, mais parce qu'elle est financée par des gens qui veulent filer un coup de main et par les gens qui viennent acheter de l'essence. Tu peux arrondir ton plein en rajoutant 3 grivnas, et puis c'est comme ça qu'ils ont fait leur premier drone pour aller bombarder Moscou. Les premiers drones pour bombarder Moscou, c'est une anecdote que je trouve rigolote, c'est les gens qui en avaient marre de se prendre des missiles sur la tronche, et qui ont décidé de collecter de l'argent pour développer un drone qui s'appelle le Beaver, pour taper sur Moscou, pour se venger contre Moscou.
C'est pour ça que le Kremlin a été touché au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces images où le Kremlin, il se prend 2 beavers sur la tronche. Comme les militaires n'étaient pas dans le coup, c'était pas de l'explosif de qualité militaire, c'était juste un gros pétard, c'était juste un feu d'artifice. Et du coup, ils ont réussi leur coup. Les militaires, ils ont fait, mais attendez, mais c'est quoi votre technologie? Non, on a fait un truc pourri, mais ça a marché, on était étonnés, on était contents. Et c'est là que les militaires ont récupéré le beaver pour l'améliorer. Mais à la base, si ça avait été en collaboration, ils auraient cramé le Kremlin. Et c'est parce que c'est des civils qui ont décidé de se venger que c'était juste un pétard mouillé. Enfin, c'est un pétard, mais ça n'a pas eu d'effet. Et donc cette volonté du peuple de collecter de l'argent, de participer à des programmes, les universités qui travaillent, les maisons de retraite dans lesquelles ils font du câblage, ils tressent le câblage, etc. Tout ça s'est permis parce qu'il y avait 1 million de personnes dans la BITD. Et c'est-à-dire que quand la guerre est revenue, ils avaient 500 000, 600 000 personnes qui sont des anciens de cette base industrielle et technologique de défense, qui sont des anciens de l'industrie de défense, qui ont été capables de revenir pour donner cet élan qui leur a permis de tenir. Donc là, typiquement, le Foxbat A22. À droite, c'est le Mujin 5 chinois à 10 000 euros, qui va taper sur la raffinerie de Rostov. Où est-ce qu'il est? Oui, à droite. Donc on parle d'équipements civils, parce qu'encore une fois, la défense aérienne russe est très décevante. À quoi ça sert de faire des trucs très chers pour attaquer une défense aérienne très décevante? À quoi ça sert d'avoir du F-35 furtif quand vous pouvez détruire des S-400 avec des trucs qui coûtent pas cher? Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles les Grecs ont beaucoup réfléchi à confirmer leur commande de F-35. Les Grecs ont acheté du F-35 parce que les Turcs avaient acheté du S-400 russe. Et ils se rendent compte aujourd'hui que le F-35 n'est pas pertinent puisque le S-400 n'est pas vraiment capable de détecter même des systèmes de basse intensité. Donc autant développer beaucoup de systèmes de basse intensité pas chers que des F-35. Bref, j'aime pas le F-35. Dans les usines, ça, pour vous donner un ordre de grandeur. Après, je vais arrêter de parler de tarifs, je viendrai sur des questions peut-être plus opérationnelles. Ce drone-là, il s'appelle le R-18. Celui-là, il était développé par une unité militaire qui s'appelait Aero-Rosvitka, qui sont en fait des aéromodélistes. C'est pas des militaires, c'est pas des industriels, c'est des aéromodélistes, c'est des passionnés d'aviation, dont le cousin s'était engagé dans l'armée, il a dit, attends, mais c'est pas possible que tu sois si désemparé, je vais te développer ça. Et ce drone lourd, donc ils ont une version qui fait 3,40 m d'envergure, le R-34, qui est capable de transporter 5 charges anti-chars, comme vous voyez ici en haut à droite. Caméra infrarouge, évasion de fréquence, donc résistant à une partie de la guerre électronique. Ce système coûte 20 000 euros. C'est-à-dire que le système lourd de bombardement, maintenant il s'en sert pour bombarder, il s'en sert, c'est ce qu'on appelle les Baba Yaga, vous en avez entendu parler peut-être le terme, ils s'en servent pour larguer les drones kamikazes. Lui, il porte un relais, il amène ces systèmes pour aller encore plus loin, et il va taper comme ça à 10, 15, jusqu'à 30 km de profondeur. Et donc on a des frappes à 30 km de profondeur grâce à ces équipements-là. Et notamment en anti-aérien. C'est-à-dire que les Russes, comment est-ce que ferait la France pour résister à 2500 missiles de croisière chaque mois? 2500, alors je parle du Shahed principalement. Comment est-ce qu'on résiste à 2500 Shahed par mois? Eh ben on ne sait pas faire. Parce qu'on a renoncé au gros canon. Le gros canon, c'est un truc de pouilleux. Ça sert à rien d'avoir un gros canon. Nous, on a des gros missiles. Mais 2500 missiles par mois, eh ben, il faut absolument avoir des gros canons. Donc j'ai passé des nuits à chasser ce drone kamikaze Shahed, à passer des pick-up avec des 12-7 sur l'arrière, et ils éclairent le ciel comme dans la Deuxième Guerre mondiale, mais ils abattent 2400, 2300 missiles par mois de cette manière-là. On appelle ça des drones kamikazes, mais c'est des missiles low cost en réalité. Donc pour réussir à faire ça, à abattre autant de missiles, eh ben, ils ont leurs gros canons et ils ont développé la guerre électronique. 1/3 des missiles de croisière low cost russes sont détruits par la guerre électronique et plus d'une centaine de ces missiles ont été renvoyés en Russie pour tomber en Russie et en Biélorussie. Ils font du spoofing, c'est-à-dire qu'ils vont émettre une fausse
une fausse position GPS. Et du coup, pour compenser ça, les Russes, ils s'accrochaient aux relais téléphoniques ukrainiens. Et du coup, les Ukrainiens, ils ont mis des fausses informations dans leur réseau téléphonique. Ce qui fait que moi, un matin, je me réveille. Et en fait, mon téléphone était passé à Moscou, avec l'heure de Moscou. Et du coup, j'avais raté mon rendez-vous. Parce qu'en fait, ils voulaient faire croire aux missiles qui arrivaient qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Et donc, ils les renvoyaient plus au nord de cette manière-là. Ou ils les faisaient croire qu'ils étaient à Odessa, donc ils les renvoyaient plus au nord. Donc maintenant, si un jour vous allez en Ukraine, mettez pas de réveil, mettez un chronomètre. Mettez un compte à rebours pour vous lever. C'est ce qu'il y a de plus fiable pour le matin. Allez, plein d'autres exemples. Mais ça, c'est le Beaver dont je vous parlais à l'instant. C'est lui, le drone qui a été développé par des civils pour se venger. Celui-là, en bas. Allez, je vais le faire très rapide. Alors voilà, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il est là? Mince. Bon, ça c'est l'intégration de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le drone là, l'intelligence artificielle a été ajoutée dans un deuxième temps, ce qu'on appelle les Raspberry Pi, mais qui a de l'intelligence qui est ajoutée dans quand on est très haut. Quand on descend, il y a de la guerre électronique, il y a des montagnes, il y a du relief, ce qui fait que je ne peux plus piloter en direct mon drone. Donc, quand je suis très haut, je vais désigner ma cible et mon drone va aller tout seul à l'impact. Et ça, les Ukrainiens l'ont massivement développé. Donc c'est pour ça qu'ici, alors qu'ils n'ont pas de capacité d'accompagner leur drone jusqu'à l'impact, ils peuvent le larguer de très haut. Donc ça, c'est la première génération. La deuxième génération, le problème, c'est quand vous dites à votre drone « va taper dans ce truc-là », en gros, il va viser le milieu de la masse sombre qu'on lui a désignée. Il n'y a pas l'intelligence de savoir ce qu'il faut viser. Si vous tapez un char, en fonction du char, il faut taper sur la nuque à l'arrière de la tourelle. Donc en fait, la nouvelle génération de ces drones kamikazes, qui est déjà opérationnelle, elle ne va pas simplement viser la cible, elle va cibler l'endroit vulnérable de ce type d'équipement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une reconnaissance de forme qui est désignée, et un système qui peut vraiment viser le point sensible, voire chercher les trous, vous savez qu'ils mettent des sortes de protection autour, chercher les trous pour s'insérer là où c'est chaud, avec des caméras thermiques, etc. Et maintenant, ils en sont à la troisième génération avec de l'intelligence artificielle pour des swarms, des essaims. Vous pilotez le drone de tête, mais il est accompagné par 3 ou 4 drones. Les 3 ou 4 drones qui suivent, ils évoluent en fonction de ce que le premier a fait, ils vont le suivre visuellement. Ils vont éviter le relief. S'il explose, le pilote, ça switch automatiquement sur le deuxième drone. Ils vont pouvoir continuer. Et donc ils s'espacent pour qu'ils ne soient pas tous brouillés en même temps, etc. Et quand ils arrivent sur la cible, sur l'environnement dans lequel ils vont viser, le pilote il peut dire je prends les 2 premiers drones et j'envoie ces 2 premiers drones sur ma cible. Et les 2 autres au-dessus, je leur demande de continuer à tourner dans le ciel. Ou alors il peut envoyer les 5 d'un coup, etc. Et s'il a eu sa première cible avec les 2 premiers drones, il peut garder les 2 prochains pour autre chose. On parle de drones à 700 €. Production massive avec les imprimantes 3D, utilisation de tous les moyens déportés. Ils sont contraints par leur innovation et ça a impliqué aussi la disparition du principe de précaution. Ça veut dire qu'ils se permettent de prendre des risques, ça veut dire qu'ils se mettent en danger, ça veut dire qu'il y a des accidents. C'est des choses qui ne sont pas acceptables pour nous, mais avoir 2 accidents dans les tests, ça permet de sauver 500 vies derrière. Pour eux, c'est acceptable. Donc dans le temps de la guerre, effectivement, ils passent sur une situation où ils acceptent de prendre des risques que nous, on s'interdit de prendre, et ce qui est normal. Ils adaptent leur production à la réalité opérationnelle du terrain. Il n'y a pas de batterie, et vous allez dans un supermarché et vous avez la possibilité de collecter des piles usagées pour faire des batteries secondaires qui vont être utilisées. Alors écologiquement, il y a à peu près 15 000 batteries au lithium, au plomb, etc. qui explosent tous les jours dans les champs. Ce pays, les zones que les Russes ont conquises sont inexploitables d'un point de vue agricole. Il faut être clair sur ça aussi. Les métaux lourds, le pétrole, etc., il y en a partout. Disparition des exigences de souveraineté, ça j'ai dit tout à l'heure. Le drone dont je vous ai parlé avec l'histoire de Elon Musk. Et évidemment, il y a des doutes sur les risques. Est-ce que, par exemple, les Chinois viennent de passer du Mavic 3T,
qui est le drone d'observation thermique utilisé très très massivement, les Ukrainiens, en fait, le drone renvoie la position du pilote ou de l'endroit d'où il est parti pour revenir à son point de départ, etc. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait le capter. Donc au début, les Ukrainiens, quand on leur ramenait les drones, ils retiraient une puce et ils en remettaient une autre qui faisait croire qu'il était au Canada ou je sais pas où, parce qu'en plus au Canada, le drone a des réglementations qui peuvent émettre plus fort. Ensuite, ils ont réussi à modifier le logiciel pour que le drone ne renvoie plus cette information. Du coup, les Chinois viennent de passer au Mavic 4T. C'est tout nouveau. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas si ce drone d'observation qui est utilisé partout sur le front, on ne sait pas si ce drone renvoie la position et les Ukrainiens n'ont pas encore réussi à le pirater, à le hacker. Si les Ukrainiens, et c'est pareil pour les Russes d'ailleurs de l'autre côté, si ce drone n'est pas piratable, ils vont perdre énormément d'yeux dans le ciel. Et la domination du ciel par les drones ukrainiens, c'est acquis sur énormément de zones dans le front. Je vais vous donner l'exemple de ce que je vois dans la zone de Pokrovsk, par exemple. Pokrovsk, vous savez, c'est une ville qui doit tomber depuis le mois de juin, quasiment. On annonce la tombée de Pokrovsk. Chassivyar, ça doit tomber depuis 1 an et demi. Pokrovsk, ça doit tomber depuis le mois de juin, à peu près. Chassivyar, c'est la ville qui est à 6 km après Bakhmout. Donc les Russes ont avancé de 6 km depuis mai 2023. Bakhmout, ça fait 2 ans, hein. Donc voilà, vous voyez la vitesse à laquelle ils progressent. Pokrovsk, j'y ai été en août, en octobre, en décembre et en février. J'ai pas eu les Ukrainiens aussi sereins militairement qu'au mois de février, avant les dernières conneries de Trump, mais je veux dire militairement. Ils ont les obus en quantité nécessaire. Ils reçoivent le flux d'obus comme il leur en faut. Ils pourraient en avoir 2 fois plus, ils en tireraient 2 fois plus, attention. Mais ils ont enfin atteint un niveau dans lequel ils se sentent à parité avec l'artillerie russe, et en plus avec des équipements qui sont plus efficaces. Et ils ont adapté leur méthode. Par exemple, j'étais voir, vous vous souvenez de la 155e brigade Anne de Kiev qui a été formée en France et qui a subi une campagne de désinformation invraisemblable. En réalité, j'ai été sur place, et depuis qu'ils sont arrivés, vous pouvez regarder le front de Pokrovsk depuis la mi-janvier, et les Russes ont reculé sur Pokrovsk depuis que l'équipe française, les Ukrainiens formés par la France, qui étaient censés avoir disparu, tous tués, tous enfuis, mais en fait non, ils sont là, ils sont au combat et ils sont forts, quoi. Bon, après, ils ont reçu 18 canons César et 21 chars Léopard 2 sur la zone, ce qui aide quand même aussi à tenir face aux Russes. Mais bon. Ils ont les obus en quantité. J'ai vu des obus indiens, accessoirement, sur cette zone. Écrits en pattes de mouche en indien. On m'a demandé de ne pas les filmer, mais je vous le dis quand même, il y a des obus indiens. Les pays qui fournissent l'Ukraine en obus, en dehors de nous, et des Américains et des Sud-Coréens, on le sait, c'est des pays comme l'Égypte, comme la Serbie, l'Europe, bon, la Bulgarie, etc. en fournit beaucoup. Donc des pays, l'Azerbaïdjan, qui sont l'Inde, qui sont pas censés être dans les amis de l'Ukraine, quoi. Le monde a basculé pour eux, et notamment le monde arabe, et ça, les Ukrainiens en sont très fiers, parce que les Russes, à force d'utiliser les Iraniens et d'emmerder tout le monde, avec les Houthis, ça emmerde les Égyptiens, avec le Hezbollah, avec l'Iran, en fait, pourquoi est-ce que le Qatar, les Émirats, les Marocains, les Jordaniens, les Égyptiens, les Soudanais, pourquoi est-ce qu'ils arment l'Ukraine, les Pakistanais? Eh bien parce qu'ils veulent se venger des Russes qui les emmerdent, et des Iraniens. Et ça, c'est une très bonne chose. Quand les Iraniens ont utilisé des missiles balistiques pour bombarder le Balouchistan pakistanais, les Pakistanais ont commencé à fournir des armes à l'Ukraine. Donc l'architecture internationale où les Russes essayent de déstabiliser partout, ça commence aussi à les desservir sur le front. Donc, ils ont les obus. Ils ont une domination dans le ciel qui est acquise. Tout ce qui bouge à 20-30 km de profondeur, ils le voient. Ils ont reçu des canons en quantité suffisante. 50% de la production, 50% des armes que reçoit l'armée ukrainienne sont produites localement. 50% localement, 25% européens, 20% américains et 5% australiens, égyptiens, etc. Et les bombes planantes russes, vous savez qu'ils faisaient tellement souffrir les Ukrainiens, ça y est, le brouillage fonctionne, ils ont trouvé un moyen de les brouiller au niveau GPS depuis le mois de décembre. Donc eux, ils subissent moins, ils peuvent tirer mieux, les Russes s'épuisent, on leur donne plus des ordres débiles de faire des contre-attaques, etc. Donc,
j'ai pas eu les Ukrainiens aussi sereins depuis l'été 2023, avant les contre-offensives ratées de l'été 2023. Donc ça, en perception, quand on va sur le terrain, c'est pas vraiment ce qu'on voit ici dans les médias, évidemment. Mais la perception qu'ils en ont, c'est que, étant donné le rythme actuel, il y a des morts, hein, je veux dire, il y a des dizaines de morts par jour du côté ukrainien, on peut tenir quasiment de manière illimitée à ce rythme-là, sachant que la montée russe, elle s'observe plus sur le terrain. Ça, je pourrais vous sortir plein de statistiques aussi. Ils ont moins de chars chaque mois, leurs chars sont de plus en plus anciens, un tiers des chars engagés sont des chars T-64 ou antérieurs désormais pour les Russes, donc on est sur un vieillissement de l'armée russe, on est sur des pertes russes prouvées qui sont très très importantes aujourd'hui quand même. Juste vous rappeler 2 chiffres, prouvés, nominativement connus. On a 140 000 morts du côté russe, dont on connaît le nom, nominativement prouvé, avec une étude qui est faite par Mediazona et la BBC, à partir des listes posthumes, enfin des nécrologies, à partir des médailles, voilà, des enterrements, etc. À côté de ça, pour les années 2022 et 2023, vous avez le ministère, les finances russes publiaient le nombre de blessés qu'ils avaient, et donc le nombre de nouvelles demandes de pension d'invalidité. Pour les années 2022 et 2023, ils ont 507 000 nouvelles demandes de pension d'invalidité. Et le chiffre est inconnu, enfin ils l'ont caché pour l'année 2024. Ce sont des chiffres russes. Hein. Donc les Russes, on sait qu'ils ont 120 000 morts, 140 000 morts connus en comptant les zones DNR et LNR, les zones séparatistes historiques. Et quand on compare les morts connus avec les nouveaux cimetières, les nouveaux cercueils, on en connaît à peine la moitié. Donc on peut estimer qu'il y a 200 000 morts. Et les disparus, ça c'est la Russie qui nous donne le chiffre, il y a 48 000 familles russes qui ont envoyé leurs traces ADN, donc un coton-tige dans la bouche envoyé au ministère. Voilà, j'ai plus de nouvelles de mon fils, voilà ma trace ADN si vous retrouvez son corps pour pouvoir l'identifier. 48 000, 200 000 morts, 50 000 disparus, 500 000 blessés sur les 2 premières années, sachant que l'année 2024 était pire que les 2 autres années. Donc on sait très bien qu'il y a 1 million de pertes du côté russe, c'est une certitude. Du côté ukrainien, bon, les Ukrainiens, ah bah voilà, le site est planté. Bon, les Ukrainiens, le chiffre est très bien connu parce qu'ils ont un référencement avec la liste des morts officielles, etc. Donc ils en sont à peu près à 130 000 morts et autour de 300 000 blessés, dont 100 000 amputés. Donc on est sur une guerre qui fait 1 million de pertes du côté russe, on va dire quasiment 500 000 pertes du côté ukrainien, même si c'est certainement un petit peu moins que ça, avec 9 000 prisonniers. Et à côté, il y a les civils. Donc l'ONU reconnaît 25 000 morts civils, mais en ne comptabilisant que la zone libre. Et une ville comme Mariupol, il y a Associated Press, qui avait fait une analyse sur un quart de la ville, et ils avaient trouvé 20 000 tombes individuelles et collectives en analysant que un quart de la ville. Donc on est sur l'ordre de 80 000 morts civiles sur une ville comme Mariupol, donc on sait très bien que le nombre de morts, je rappelle que les Russes ont tué 20% de la population tchétchène, par exemple, pour mater la Tchétchénie. Donc on sait très bien, ils ont tué 600 000 Syriens. La Russie a tué plus de Syriens que l'État islamique. Donc on a globalement, dans une guerre comme ça, on est à... Allez, les Ukrainiens, ils sont au-delà de 500 000, 700 000 pertes, en comptant les civils, avec cette difficulté aussi sur les zones occupées, dans lesquelles on n'a pas vraiment de visibilité. Mais moi, j'avais rencontré une maman dont, vous savez, quand ils ont libéré Kherson, la grande contre-offensive de l'automne 2022, dans laquelle les Ukrainiens ont libéré 20 000 km², les Russes, quand ils sont partis quand même sur une journée, et les gens avaient mis leurs enfants à l'école normale le matin, et le soir, les Russes étaient partis en raflant les écoles. On a 50 000 enfants dont les parents connaissent le nom, qui sont demandés officiellement par l'Ukraine en disant « ces 50 000 enfants que vous avez raflés, les parents les attendent, on connaît leur nom, on sait qu'ils ont été enlevés par vous tous en même temps. Les colonies de vacances, etc., tous ces enfants-là, rendez-les-nous. » Vous avez même eu des délégations africaines avec des Sénégalais, etc., qui sont venus à Moscou pour dire « bah ça, quand même, déconnez un peu, monsieur Poutine. » Mais évidemment, ils ne veulent pas les rendre. Donc on est quand même sur une situation où l'équilibre militaire, il est ce qu'il est. Les pertes russes sont beaucoup plus importantes que les pertes ukrainiennes. Les progressions russes ont très fortement ralenti. Je rappelle l'année 2024, en oubliant Koursk. L'année 2024, les Russes ont progressé de 4000 km².
à peu près un tiers de départements français. Mais quand vous avez 100 pertes par kilomètre carré, ça fait quand même beaucoup de monde, quoi. Sans prendre de ville stratégique, sans avancer massivement, c'est quand même... Enfin, on peut considérer que c'est un front qui est stable, quand même, quasiment depuis 2 ans. Et il n'y a pas de perspective. La vraie question, c'est quelles sont les perspectives des 2 protagonistes. La Russie, à la vitesse actuelle, il lui faut plus de 3 ans juste pour finir de prendre le Donbass. Et elle a plutôt tendance à ralentir. Son pic de progression, c'était au mois de novembre. Et depuis le mois de novembre, il progresse moins chaque mois. Donc la Russie ne peut pas obtenir ce qu'elle souhaite si le soutien à l'Ukraine se maintient. Donc la question, c'est si l'aide américaine disparaît. Je l'ai dit tout à l'heure, l'aide américaine, elle représente aujourd'hui à peu près 20% du matériel qui est perçu tous les jours par les Ukrainiens. Il y a 1 an, c'était quasiment 40-45%. Et vous vous souvenez, il y a 1 an, les Ukrainiens, toute l'aide américaine s'était arrêtée pendant quasiment 6 mois, de novembre 2023 à avril 2024, il n'y avait plus un obus qui passait. Et pendant cette période, les Russes, ils avaient les bombes planantes, ils avaient les 3 millions d'obus nord-coréens, et ils avaient beaucoup plus de matériel qu'aujourd'hui. Et les Ukrainiens, ils avaient réussi à encaisser l'assaut massif sur la ville de Kharkiv. Vous vous souvenez, ils avaient tenté de prendre Kharkiv, ça n'avait pas marché, mais les Ukrainiens avaient su tenir, alors qu'à l'époque, ils étaient moins bien armés, moins bien aidés, moins de production locale, et que les Russes avaient l'avantage des bombes planantes. Donc, depuis le mois d'août, les Ukrainiens me disent on se prépare à la disparition de l'aide américaine, y compris les moteurs des drones chinois, etc. Et donc aujourd'hui, si l'aide américaine disparaissait totalement, en renseignement, on a bien vu que c'était problématique, mais en termes de matériel, c'est moins douloureux aujourd'hui qu'il y a 1 an si les Américains disparaissaient. Ce serait pas bon, hein, mais ce serait quand même moins douloureux que par le passé. Je vais pas vous assommer avec des chiffres, ça c'était ma seule conclusion. Je sais même pas quelle heure il est. Ah, j'ai été trop long. Ouais. Voilà. Ah bon, je crois que c'est 1 heure et une demi-heure de questions. Ouais, c'est ça, donc on est dans le temps. Voilà, donc en gros, les critères d'accélération identifiables sur la capacité ukrainienne à résister à l'invasion russe, ça a été abaisser ses exigences techniques pour obtenir du matériel qu'on fait facilement, rapidement, pas cher. C'est qu'on met à disposition les gens disponibles, les cerveaux disponibles, les usines civiles, tout le monde s'y est mis très rapidement et sans attendre une coordination ou des commandes publiques. Et ça, je pense qu'on saura le faire aussi. Et c'est de s'orienter sur des systèmes pas chers qu'ils peuvent faire en grand nombre. Et aujourd'hui, les Ukrainiens tiennent parce qu'ils ont réussi à faire la masse, mais ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils n'ont pas les équipements de haute qualité que nous avons. À l'inverse, nous avons la qualité, mais nous n'avons pas la masse qui permettrait de tenir. Donc la question, partant du principe que la Russie l'annonce jour après jour, s'ils obtiennent un cessez-le-feu, tout le monde le dit, tous les services de renseignement le disent, si la Russie obtient un cessez-le-feu, ils mettent 3 ans à acquérir une armée qui dépasse le 1 million d'hommes avec l'expérience du combat qu'ils ont, que nous on n'a pas, de reconstituer à peu près entre 6 et 9 000 blindés, et si par malheur les Américains lèvent les sanctions, éventuellement ils auraient des optiques de bien meilleure qualité que ce qu'ils font aujourd'hui en chinois, hein, parce que même des caméras thermiques qui sont utilisées par les pompiers pour détecter les départs d'incendie sont plus efficaces que les caméras qu'ils utilisent et qu'ils mettent dans leurs chars aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a dit. Donc si, de nouveau, ils peuvent acheter des caméras thermiques, soi-disant pour leurs pompiers, etc., donc ils produisent 6 à 9 000 blindés dans les 3 ans qui viennent, ils font une armée d'1 million d'hommes, ils nous produisent 25 000 drones kamikazes, c'est-à-dire que ça, je pense que l'Ukraine, si de son côté elle continue à produire, elle saura faire face. Mais nous, comment est-ce qu'on fait pour faire face? Et il y avait une délégation, peut-être que, monsieur le député, vous savez de qui je parle, mais il y a une délégation française qui est partie en Pologne, avec des industriels, il y avait des députés qui étaient dedans, et ils ont dit aux Polonais, allez venez, on va construire un truc ensemble, et tout ça, expression de besoin, truc FEDER, etc. Début de production, 2027-2028. Et les Polonais, ils ont dit, mais si vous attendez 2027 pour commencer à produire, évidemment qu'on va se faire envahir. Donc si sur les pays baltes, on met 3 brigades,
et qu'on n'a pas la masse de manœuvre derrière pour être capable d'encaisser ça, évidemment, ça va être super compliqué. Donc là, il y a un réveil, et enfin, il aurait fallu le faire plus tôt, mais enfin ce réveil est là. L'espoir, c'est qu'on accepte de produire du matériel qui est déjà sur étagère. Qu'on produise nos blindés, nos Césars, nos Léopards, nos Griffons, nos Servals. Ça, on sait faire, on sait bien le faire, c'est de la qualité, ça fait la différence en Ukraine. Les Ukrainiens n'en ont pas eu beaucoup, mais quand vous mettez face à face du T-90M et du Léopard 2A ou du Striker, c'est le Striker qui gagne. Le taux de survie est supérieur. Avec toutes ces destructions, je vais montrer un... Du coup, je vais jamais vous laisser parler, poser des questions. Ok. Ça, typiquement, c'est la liste des pertes matérielles russes prouvées par l'image. 20 577 équipements russes prouvés, dont 15 000 détruits, 800 endommagés, 1000 abandonnés, 3000 capturés. On peut aller voir le 127e T-90M, allez, le 73e détruit. Je peux aller voir la source prouvée de cette destruction-là, unique. Il y a des gens qui s'amusent quand je vous parle d'open source. Il y a des gens qui ont du temps. Voilà, vous voulez voir le 299e, voilà. Vous voyez ces sources, il y en a 20 000 qui sont référencées ici. Donc ça permet de faire des statistiques. On connaît le taux de survie des gens sur les différents types d'armements. Et là, on peut prouver effectivement la pertinence des choix techniques, et notamment des choix techniques qui ont été faits par la France avec son canon César. Malheureusement, on n'a pas fourni certains de nos équipements pour pouvoir tout tester sur place, mais on a énormément d'éléments. Donc on sait que notre équipement, on n'a pas besoin d'avoir la même masse que les Russes pour avoir la victoire. Mais néanmoins, il nous faut de la masse au-delà des quelques centaines de blindés qu'on peut mobiliser. Donc l'espoir, réellement, il est là, parce qu'on sait qu'on est bon, mais il faut accepter de faire du low cost aux ordres des Ukrainiens, qui sont les seuls qui savent aujourd'hui nous fournir les plans pour faire des drones à 500 € avec des systèmes de brouillage qui fonctionnent avec des sacs à dos, avec de la fibre optique et tout le reste. Parce que si on commence aujourd'hui à vouloir développer ces systèmes-là, c'est rendez-vous en 2027. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Parce qu'ils n'avaient pas le moteur ou parce qu'ils avaient la flemme de changer le moteur? J'ai toujours pas la réponse. Est-ce qu'en Russie, ils ont gardé cet esprit? Alors, en Russie, ils utilisent des systèmes des années 50 et 60 sur le front. Oui, mais est-ce qu'il y a la bureaucratie qui fait toujours aux soviétiques, ex-soviétiques? Non. Je pense qu'ils ont beaucoup appris pendant la guerre aussi, y compris les Russes. Ils ont beaucoup appris. Et les méthodes utilisées par les Russes sont beaucoup changées, notamment sur le logistique qui était complètement dépassé. Et il y a un certain nombre d'abus et de blanchiments et de détournements qui se sont vus au moment de la guerre. Donc, ça s'est arrêté. Les drones Orlan 10, qui étaient avec des caméras comme ça, des canons. On a des vidéos dans lesquelles ils désossent. Et on voit que c'était des canons à 400 balles sur des drones qui valaient 40 000 €. Donc on sait très bien, le gouvernement s'est rendu compte qu'il s'est fait arnaquer. Et donc le passage à la guerre fait que même les Russes se sont rendus compte qu'ils étaient complètement pourris jusqu'à la moelle. Donc il reste des difficultés. Mais je pense que même les Russes sont en train de se sortir de ce marasme dans lequel ils avaient été tirés par l'URSS d'une manière générale. Mais par contre, ils ont une force, c'est qu'ils n'ont rien abandonné dans aucun domaine. Eux, ils ont toujours des milliers de blindés. Nous, nos AMX-30, on a payé pour les démanteler, et l'autre moitié, ils ont servi de cible dans les champs de tir. C'est dommage, parce qu'ils seraient bien utiles aujourd'hui. Comme les Léopard 1 et les autres. Attendez, je vous reprends après. Si ça marche. Si vous aviez une feuille blanche pour construire l'Europe de la défense, qu'est-ce que vous préconiseriez? D'écouter les Français. Non, mais en fait, la vraie difficulté pour l'Europe de la défense, c'est que on est en train de s'orienter vers une situation où il y a un juste retour. La règle du juste retour, c'est quand l'Europe lève 100 milliards d'euros pour produire de l'armement, vu que l'Allemagne représente 22% du PIB, elle veut avoir 22% des commandes.
Sauf que le seul pays qui a fait les investissements pour être souverain depuis X années, c'est la France. L'Allemagne a certainement plein de choses à vendre, mais elle ne veut pas acheter à la France. On peut prendre l'exemple de la défense aérienne. Le Mamba SAMP est le seul système avec le Patriot qui est capable d'intercepter par exemple les missiles russes Kinzhal hypersoniques. Les Allemands ne voulant pas acheter français, ils veulent repartir de zéro pour développer un système avec les Israéliens et les Américains. J'espère que depuis 2 semaines, ils vont peut-être revenir en arrière. Mais il y a une volonté française d'indépendance et de souveraineté que les autres n'ont pas. On peut parler des radios. Tout le monde repose sur l'architecture de la liaison de données tactique, ex-liaison 11, mais liaison 16, liaison 22. Donc tout le monde est soumis à un système américain dans lequel il nous espionne si on l'utilise. Seule la France a développé un système parallèle qui s'appelle la radio contact. C'est un programme qui est très compliqué, très lourd, mais il est en train d'aboutir. Les Rafales au standard F4 vont avoir de postes de radio contact. C'est-à-dire que si on veut communiquer entre avions sans que les Américains les écoutent, on sait le faire. Les Eurofighters ne peuvent pas le faire. Aucun autre système, aucun C2 ne peut le faire. Donc si demain, les Européens veulent, dans leur Europe de la défense, avoir un système de communication souverain, soit on part sur 5 ans de développement, soit on achète français. Et la grosse contrainte, c'est qu'ils n'exigent pas d'avoir de retour sur investissement quand ils achètent sud-coréens ou américains, ou israéliens. Mais ils veulent des retours sur investissement quand c'est français. Ben, il y a un moment, on n'est pas là pour négocier, il y a un moment, on ne peut pas avoir une vision comptable de la défense. Donc si je pouvais changer une chose aujourd'hui, je veux remettre en cause la vision comptable que nos voisins ont de la défense. On ne peut pas avoir de retour d'investissement sur une assurance ou sur un investissement pour éviter une guerre. Là, on investit. Ce n'est pas des dépenses, c'est un investissement maintenant pour éviter de dépenser beaucoup plus, y compris des vies, dans quelques années. Mais donc l'industrie, elle est prête. Les savoir-faire, on les a au niveau européen. Il manque la commande publique, qui est toujours pas concrétisée quand on va voir les industriels, ils savent toujours pas combien, et donc leurs banquiers veulent pas leur prêter pour monter en cadence, etc. Et donc c'est la commande publique et l'abandon des règles de retour qui ont tué Ariane, par exemple. En fait, j'aurais 3 questions à poser. Alors, premièrement, vous n'avez pas vraiment justifié en quoi Elon Musk était un meurtrier. Du coup, j'aimerais bien en savoir plus. Et deuxièmement, aussi, vous aviez dit qu'il y avait des groupes néo-nazis russes. Et en fait, ça aussi, je l'avais déjà vu. Et je me demandais est-ce qu'ils étaient impliqués dans la guerre ou comment ça se passait en fait. Et troisièmement, j'avais vu aussi qu'il y avait des drones robots, mais ça je sais pas. Voilà, c'est tout. Alors, l'unité néo-nazie russe, Rusich, donc c'est eux, ils sont très connus, ils ont leur site officiel, c'est une unité officielle de l'armée russe dont le chef revendique, en 2014 il a été accusé de crimes de guerre, il faisait des colliers d'oreilles d'Ukrainiens qu'il tuait. Donc il y a 2 groupements russes ouvertement néo-nazis, c'est la Ligue impériale russe et Rusich. Et Rusich était vraiment une unité de combat constituée un peu comme Azov en fait, c'est vraiment une unité équivalente, sauf que la propagande a tapé sur Azov et pas sur Rusich, c'est la seule différence. Donc c'est vraiment une unité, c'est lui, Alexei Mishkalov, il a une bonne tête, et lui il a révélé qu'il avait des érections quand il tuait les Ukrainiens. Bon, je pense que les images... voilà, c'est... Bon, il se cache pas, quoi. Mais il le dit, hein. Il dit « je suis un nazi ». Vous pouvez regarder, et c'est après 2022. Quand je dis qu'Elon Musk a tué du monde, c'est quand Elon Musk n'a pas permis aux Ukrainiens de détruire les bateaux qui lancent les missiles sur des civils. 93% des attaques russes sont sur des équipements et des infrastructures civiles. 2400 attaques sur le système de santé ukrainien, c'est l'OMS qui le dit. 3500 écoles bombardées, c'est l'ONU qui le dit. 200 000 bâtiments civils détruits, c'est l'ONU qui le dit. Donc quand Elon Musk a empêché la destruction des moyens de bombardement russes sur les civils ukrainiens, il a tué
il a tué des Ukrainiens. On peut dire que c'est indirect ou tout ce qu'on veut, mais en attendant, c'est une réalité. Si ces bateaux avaient été détruits en 2023 comme c'était prévu, on aurait des civils ukrainiens qui seraient vivants par centaines. Quand il y a 20 000 morts civils dans la zone libre, c'est bien que ces missiles ont continué à pleuvoir. C'était quoi la troisième question ? Ma troisième question, c'était en fait, j'avais vu à un moment donné qu'il y avait des drones robots. Je sais pas. Drones ? Des drones robots, je crois. Robots, des robots terrestres ? Oui. Ah oui, énormément. Énormément. Alors le drone terrestre, en fait, il est. La première fois que j'ai vu un drone kamikaze terrestre, c'était, je vais pas dire que c'était rigolo, mais ils avaient acheté des. Vous savez, les petits jouets qu'on achète chez Carrefour pour les enfants, des voitures téléguidées. Ben, vous mettez 40 kilos d'explosifs dedans, vous l'envoyez dans la tranchée en face, puis ça fait son travail. Et donc les premiers drones terrestres que j'ai vus physiquement sur le terrain, c'était des jouets qu'on achète chez Carrefour à Noël. Et donc par la suite, effectivement, par exemple la société ISR Défense, le R18, avec il développe des sortes des trucs qui sont relativement bas sur pattes, mais qui permettent d'aller sauver des gens sur le terrain. Ils ont, j'ai pas flouté les images, mais j'ai tourné pas mal de vidéos, j'espère les faire prochainement. Ils ont aussi des systèmes qui font à peu près 1,5 mètre de long, 2 mètres de long, sur chenilles, pour pouvoir faire des évacuations médicales. Ils ont beaucoup de systèmes. Par exemple, il y a un drone qui s'appelle le Malloy T450, que les Anglais ont fourni. Le Malloy T400. Excusez-moi. Il y a tellement de drones que je finis par confondre les noms. Voilà. Donc là, par exemple, c'est un drone c'est un système d'évacuation, mais le drone taxi dont on parle depuis très longtemps, les Ukrainiens, ils ont une ambulance volante, notamment pour les îles au milieu du fleuve Dniepr vers Kherson. Ça permet d'aller chercher des blessés et les évacuer. Donc les drones terrestres, les Ukrainiens en sont à un niveau d'intensité d'utilisation des drones terrestres qui conduisent des opérations complètes, 100% dronisées, que ce soit les drones qui se déplacent au sol pour poser des mines, pour faire du tir, pour faire de l'observation, pour faire du relais de communication, parce que le gros défaut des drones terrestres, notamment en ville, c'est que dès que ça passe le coin de la rue, on capte plus rien. Donc il faut poser des points de relais, il faut des réseaux de communication. Mais ils en sont à des opérations militaires coordonnées entre 5 ou 6 types de drones différentes, sans aucun humain qui soit engagé. J'aurais voulu, si c'était possible, que vous nous parliez de l'aspect maritime de cette guerre. On est à Toulon. Oui, bien sûr. Et puis la mer Noire, quand même, c'est intéressant. Mais alors ça, je suis pas témoin direct du front maritime. Je sais que ce qu'on voit et je connais certaines usines. Alors, il y a une capacité de production de ces fameux drones navals qui a beaucoup évolué avec le temps. Dans un premier temps, c'était que des drones navals qui étaient notamment connectés avec Starlink, avec un retour d'images vidéo qui permettait d'aller jusqu'à l'impact et rentrer en collision, par exemple, avec des bateaux. Dans un deuxième temps, ils leur ont donné une certaine autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de piloter le drone tout le temps, il allait jusqu'à l'endroit, et c'est qu'à partir de cet endroit-là qu'il recommençait à émettre, ce qui fait qu'il est discret d'un point de vue électromagnétique. Il n'utilisait pas de GPS, donc ça veut dire qu'il y avait des centrales à inertie, ça veut dire qu'il y avait des systèmes d'autonomie qui étaient de plus en plus élaborés. Ensuite, ils sont passés sur des équipements qui pouvaient délivrer eux-mêmes en fait, c'est des drones porte-avions. C'est-à-dire qu'il y avait des drones kamikazes FPV qui étaient délivrés par les drones navals pour aller taper notamment des Pantsir. C'est-à-dire qu'il y a un drone qui décollait d'un drone naval au large de la Crimée pour aller détruire des systèmes de défense aérien qui coûtent 100 millions d'euros, c'est peut-être 50 le Pantsir, pour aller le détruire directement sur place. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une multiplication de la quantité de drones qu'ils vont utiliser en nombre de typologies en fonction des besoins. Est-ce qu'ils visent un pont, le pilier d'un pont? Est-ce qu'ils visent un terminal gazier ou pétrolier? Est-ce qu'ils visent un bateau? Est-ce que j'ai besoin d'avoir beaucoup de charges utiles? Et aujourd'hui, ils en sont à faire des drones navals, enfin c'est des super grosses torpilles, mais je parle d'un drone qui fait plus de 10 mètres de long et qui va aller jusqu'à l'impact en restant en dessous. Donc on ne les a pas vus pour l'instant à l'œuvre, ils l'ont montré dans le port d'Odessa, mais on ne les a pas vus opérationnellement.
Et le problème, c'est que les Russes, la seule solution pour se battre contre ce type d'équipement, c'est d'envoyer des hélicoptères pour essayer de les intercepter à l'avance. Sauf que les Ukrainiens, sachant qu'ils se faisaient majoritairement shooter leurs drones par des hélicoptères, ils ont commencé à intégrer des missiles antiaériens sur leurs drones navals. C'est que quand vous envoyez votre hélicoptère pour empêcher le drone d'arriver, eh ben ils ont perdu je crois que c'était des Mi-17, donc ils ont perdu 2 hélicoptères de combat lourds sur des drones navals qui sont équipés de systèmes des missiles. En plus, c'était même pas des missiles sol-air, c'était des R-37, si je dis pas de bêtises, donc des missiles air-air, mais ils ont mis un propulseur derrière pour l'adapter. Ça aussi, c'est cette capacité d'adaptation, mettre des missiles européens sur des lanceurs Buk, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une telle panoplie de potentiel sur les drones navals que le drone naval est un porteur de défense aérienne, de bombardement FPV, de lance-roquettes. Ils ont fait du lance-roquette, du MLRS, lance-roquette multiple, donc du 122 mm, si je ne dis pas de bêtises, pour taper sur des ports, pour taper sur des raffineries qui étaient en profondeur. C'est du kamikaze. Donc c'est une gamme d'armes à part. Et c'est pour ça que vous avez une autre armée en Ukraine. Vous n'avez pas juste l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Vous avez l'armée des drones. Parce que l'armée des drones, c'est devenu tellement vaste en termes d'usage qu'ils font des opérations stratégiques avec ça. Et donc le côté naval, pour la première fois, on a un pays sans marine qui a réussi à mettre à mal la marine, la flotte la plus lourde de la mer Noire, qui accessoirement est passée derrière la flotte de la Roumanie maintenant. Donc la plus grosse flotte de la mer Noire maintenant, c'est la Roumanie, c'est plus la Russie. Je suis désolé, mais il faut s'arrêter. Je vois, vous voyez, il y a évidemment encore plein de questions. Moi, je voulais simplement dire qu'en vous entendant, moi, je suis un ancien militaire et j'ai été formé par des gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et les guerres après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a résonné énormément dans ce que vous disiez, la façon dont vous avez appréhendé cette guerre en Ukraine. Et ça fait, clairement, c'est une illustration extrêmement concrète de l'histoire qui revient, en fait. Moi, je connais bien Marc Bloch qui disait on perd la guerre dans la tête, on perd la guerre par intelligence. Et pour moi, dans mon esprit, je vous le dis très simplement, jusqu'à présent, je pensais on perd la guerre par un manque d'intelligence stratégique, parce qu'on ne veut pas voir la guerre qui vient et on est dans le déni, etc. Mais vous avez, franchement, je trouve que vous avez très bien illustré qu'on peut perdre la guerre ou la gagner par intelligence technique, par intelligence tactique, par débrouillardise. Et c'est exactement ce que vous avez illustré. Donc franchement, Marc Bloch a 1000 fois raison, mais encore plus raison que je ne le pensais. On perd la guerre par manque d'intelligence. Et donc l'intelligence, c'est la première qualité pour gagner une guerre. Le deuxième, que vous avez parfaitement illustré, c'est le collectif. Cette intelligence collective, c'est-à-dire que c'est pas 3 personnes, un grand chef de guerre. C'est une société qui se met à réfléchir collectivement pour avoir une supériorité intellectuelle sur l'adversaire. Et puis derrière ça, dernier point, mais ça aussi, ça se lie complètement en travers de tout ce que vous avez dit, c'est la cohésion nationale. C'est l'unité d'un peuple qui se bat pour sa survie, et le gamin de 14 ans qui sauve des militaires qui font leur job derrière et qui sauvent une ville. Cette société en guerre, pour nous, c'est quand même, je pense que on est tous d'accord pour dire que ça nous semble tellement loin de notre quotidien, et en même temps c'est tellement proche de la réalité du quotidien de gens qui sont à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Donc je vous remercie beaucoup de votre intervention, et je pense qu'elle a marqué tous les gens qui sont ici. Merci encore.